Dans la seconde session d'information sur Radio Côte d'Ivoire, vous aurez uniquement le sport à partir de 7h10. La chronique des sports, le début difficile des Africains au Mondial 2018. Et nous allons rester dans le Mondial pour vous proposer la matinale de la Coupe du Monde avec Fernand Kouakou. Ce sera sur le coup de 7h20. Foot Inter et Zone Mix, un sujet aujourd'hui pour vous permettre de vous exprimer. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal, le grand format présenté par Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, voici les titres de ce 7h. Le PDCI soutient la création du parti unifié RHDP, mais le parti ne validera les tests qu'après la présidentielle de 2020. Ce sont les décisions prises hier lors du bureau politique. La réhabilitation des pommes villageoises, véritable casse-tête pour les populations rurales. Et comment y faire face, ce sera le dossier de ce 7h. Enfin, tremblement de terre au Japon. Tôt ce matin, puissant séisme a secoué la région d'Osaka. Bilan 3 morts et 200 blessés. Et la politique pour démarrer ce journal sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Le PDCI soutient la création du parti unifié. Oui, le PDCI endosse la signature de l'accord politique du RHDP, mais le parti souhaite valider les tests du parti unifié lors du 13e congrès reporté après la présidentielle de 2020. C'est ce qui ressort du 7e bureau politique tenu hier dimanche soir à la maison du parti à Cocody. Extrait du communiqué final lu par le porte-parole Narcisse Ndri. Le bureau politique affirme son soutien au président du parti et endosse la signature de l'accord politique du RHDP relatif à la création d'un parti unifié. Le bureau politique prend acte des documents tels que validés par le comité de haut niveau et décide de soumettre ces documents à l'examen du prochain congrès ordinaire du PDCI RDA. Le bureau politique donne cependant mandat au président du parti pour poursuivre les négociations dans le cadre du RHDP. Le bureau politique, face aux enjeux futurs et soucieux de la préservation de l'union des militants autour du président du parti, décide le report du 13e congrès ordinaire du PDCI RDA après l'élection présidentielle de 2020. Et pendant ce temps, les cadres du RDR sont sur le terrain pour sensibiliser les nouveaux majeurs. Oui, il s'agit de les sensibiliser à se faire enrôler sur la liste électorale. Les cadres du RDR ont donc investi la commune d'Adjamé à l'initiative de la Jeunesse Unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Abdul Kader Sissé, président de cette jeunesse, dit conquérir le district d'Abidjan. Il était important pour nous ici, Mouvement National Jeunesse Unie pour la Nouvelle-Côte d'Ivoire, d'entamer nos tournées de sensibilisation, afin de sensibiliser les nouveaux majeurs à s'inscrire massivement sur la liste électorale, de commencer ça à Djamé, dans notre coordination d'Adjamé, et d'étendre ça sur toute notre base, parce qu'il est très important que les nouveaux majeurs puissent s'inscrire. Ils sont nombreux, ils sont des milliers, et il est important que nous, les mouvements de soutien, sommes accompagnés de plusieurs présidents ici présents, de venir sensibiliser ces jeunes-là. Et nous allons le faire dans les hameaux, dans les villages, à l'intérieur des villes, partout dans le district d'Abidjan. Je vous donne cette information avant de poursuivre. On a appris ce matin que le footballeur international camerounais Samuel Eto'o-Fils aura une séance de travail avec l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ce lundi même. La rencontre est prévue à 11h à l'hémicycle. C'est ce qu'indique un communiqué émanant du Parlement ivoirien. Âgé de 37 ans, Samuel Eto'o est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de sa génération. Et changeons de sujet, parlons santé, lutte contre la trypanosomiase. Des experts sont en conclave à Abidjan. Oui, ils sont en atelier, ils sont venus de plusieurs pays de l'Afrique, mais aussi d'Europe. Ces médecins, pour la plupart, et aussi des chercheurs, réfléchissent sur comment éradiquer la trypanosomiase en Afrique. Ami Traoré, explication. La trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil est une affection parasitaire transmise par la glossine ou la mouille cécée. Connue depuis de longues années, la trypanosomiase continue cependant de sévir dans certains pays de l'Afrique, notamment au Tchad, en Ouganda, en Guinée et quelques cas encore en Côte d'Ivoire. Pour lutter contre cette maladie à incidence socio-économique, la Côte d'Ivoire et d'autres pays bénéficient depuis quelques années du projet Trypano. Dr Vincent Jamono, docteur en paratologie, chercheur
chercheur à l'Institut de recherche et de développement IRD. Il y a un volet qui est médical, donc c'est celui qu'on appelle screening and diagnostic, donc dépister les cas et les traiter pour assainir le réservoir humain de parasites. Après, on a un autre angle d'attaque qui est le vecteur. Donc on fait des enquêtes entomologiques pour mieux connaître ce vecteur et on peut lutter contre ce vecteur, c'est ce qu'on appelle la lutte antivectorielle. Après, il y a tout l'aspect gestion de base de données qui permet en fait d'analyser, de traiter ces données, toujours dans le but d'optimiser ces stratégies de lutte. Cette rencontre à mi-parcours de ce projet vise donc à échanger sur les avancées du projet dans chaque pays. En Côte d'Ivoire, les nouvelles sont bonnes outils de Dr Kwaku Lengue, coordonnateur du programme national d'élimination de la trypanosomiase humaine africaine en Côte d'Ivoire. La lutte a été bien menée, au point où je peux vous dire que cette année, nous n'avons pas encore eu de cas. L'année dernière, nous avons eu 2 cas. Et pour être vraiment correct, il faut dire que nous avons moins de 10 cas par an. Nous pouvons dire que nous avons atteint le stade de l'élimination de la maladie en tant que problème de santé publique. Il faut le savoir, la maladie est encore présente dans la région de Bono. Nous allons à l'intérieur du pays, un orphelinat pour la ville de Tanda. Oui, c'est un don de l'ONG 1040 Initiative, une organisation américaine. Et à travers ce geste, l'ONG veut venir non seulement en aide aux enfants orphelins, mais également promouvoir une éducation de qualité afin de bâtir une génération qui puisse contribuer au développement du pays. L'ouverture de cet orphelinat s'est faite en présence des autorités de la ville. Les détails avec Meshach Steve. C'est un orphelinat constitué d'une administration, de bâtiments servant de dortoirs qui, dans un premier temps, accueillera 12 enfants orphelins ou vulnérables composés de 8 garçons et de 4 filles dont l'âge varie entre 5 et 6 ans. Tout le sens de ce geste avec le président international de l'ONG 1040 Initiative, Michel Poussineau. Nous avons construit un orphelinat afin de permettre aux enfants orphelins de bénéficier des mêmes chances d'accès à une éducation de qualité. Nous faisons tout cela à cause de la passion pour la Côte d'Ivoire. Une passion qui ne laisse pas indifférent le directeur général de douane parrain de cette cérémonie qui a fait un don de plus de 4 millions pour soutenir cette action de portée sociale. Colonel-major Dapierre Alphonse. Le président de la République est en train de s'employer à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais à côté et parallèlement, des ONG comme les vôtres, vous êtes aussi là pour donner un coup de main à l'État de sorte à ce que nos enfants se trouvent dans des conditions meilleures. C'est une gratitude qui est exprimée par le maire de Tanda, Koné Amadou. Pour nous, c'est un honneur, c'est une fierté. Quand nos partenaires 1040, on ne veut pas cesser de leur dire merci pour l'accompagnement qu'ils font autour de nous, pour l'investissement qu'ils apportent à Tanda. Cette cérémonie a été également marquée par l'ouverture du centre de prothèse, de la pose de la première pierre de l'extension de l'école américaine de Tanda, le tout précédé d'une campagne d'opération gratuite de cataractes. Meshach Steve, Tanda pour Radio Côte d'Ivoire. Le dossier du jour. Il planche aujourd'hui sur la réparation de pompes villageoises. Nous sommes à Daoukro et c'est un véritable casse-tête pour les populations rurales de la ville. Oui, les villageois font régulièrement face au problème de réhabilitation des pompes à motricité humaine devant l'impossibilité de recueillir de l'eau potable du fait de ces pannes récurrentes. Les populations s'approvisionnent dans les rivières et marigots en dépit des risques encourus. Une situation qui suscite quelques interrogations. Comment faire face donc aux pannes récurrentes des pompes dans les villages ? Les comités de gestion installés ont-ils vraiment les moyens nécessaires pour réhabiliter ces pompes ? C'est un dossier proposé par Honorine Niaré sur place à Daoukro. De Daoukro en Bayakro, en passant par Prikro, de nombreux villages et gros campements pourvus de pompes à motricité humaine sont parfois confrontés à des difficultés liées à la maintenance de ces pompes. Kwaku Kwasi Frédéric, président des jeunes de Sonano, dépeint ici la situation de son village. On a 3 pompes, mais c'est une pompe qui fonctionne. Mais on n'a pas quelqu'un pour nous aider à réparer. Une situation de précarité partagée par le village d'Abokene, nous dit Kwadjobrou Richard. Chez moi, on a 2 pompes. Il y a une qui est gâtée. La population va de 2530 habitants. Donc, une pompe ne suffit pas pour la population. Il y a des fois, les femmes vont à la pompe, ne gagnent pas l'eau. Donc, elles seront obligées de partir chercher l'eau de marigot. Pour ceux qui n'ont pas recours à l'eau de marigot, de longues files d'attente à la pompe sont envisagées. Le rang même là ne peut pas finir la journée même. Même si vous êtes au moins 10 dans une cour, vous avez droit d'avoir 2 cuvettes d'eau par jour. Il faut attendre encore au moins une semaine ou bien 2 semaines encore, avoir 2 cuvettes encore d'eau. Installés pour la gestion quotidienne des pompes, des comités de gestion se disent parfois impuissants
face aux différentes pannes. Et quand ça se gâte, on se cotise. Donc chaque année, garçons cotisent 2000 par an. Maintenant, les femmes cotisent 1000 francs par an. Donc c'est en fonction de ça, on associe et puis on répare. Et actuellement, c'est une grande panne. Donc la population ne peut plus réparer ça. Sollicité, Daouda, artisan réparateur de pompes villageoises à Daougro, se dit outré par la gestion du comité installé pour la réhabilitation des pompes. Quand on arrive de comité de gestion, ils nous expliquent en disant que la caisse est vide. Pourtant, ils ont vendu de l'eau ou bien ils se sont cotisés par an ou bien par mois. Les pièces des pompes sont chères. Et puis, on nous dit de les revendre au même prix. Ce qui fait, nous, on a beaucoup de difficultés. Des pistes de solutions sont alors envisagées pour pallier les difficultés liées à la maintenance des pompes villageoises. On a envoyé une lettre au conseil régional Zérobi. Ils n'ont pas parti. Notre cotisation aussi là, ça rentre pas. Donc on ne sait pas qui va nous aider à réparer la pompe. Kwame Kwasi Ambroise, président de la jeunesse communale de Daougro, interpelle alors les autorités compétentes sur l'urgence de la situation. Nous demandons vraiment à nos collectivités de voir à ce que les parents aient de l'eau potable. Que de manipuler la population pour leur politique, vraiment que ça soit une urgence. L'eau est source de vie. Espérons que ce problème récurrent d'accès à l'eau potable, lié à la réhabilitation des pompes villageoises parfois vétustes, sera résolu pour la santé des populations, notamment celle de la région de Lifou. Honorine Niaré, Daougro, pour Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'international. Sachez que la terre a tremblé ce matin au Japon. Oui, c'est un tremblement de terre de forte puissance d'une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter qui a frappé tôt ce lundi matin la région d'Osaka et de Kyoto. L'épicentre est situé au nord de la préfecture d'Osaka à une profondeur de 13 km. Au dernier bilan, le séisme a fait au moins 3 morts et 200 blessés. On termine en Colombie. Le pays vient d'élire Ivan Duque au poste de président de la République. Le candidat de la droite a remporté les élections avec près de 54% des voix face à Gustavo Petro, le candidat de la gauche qui a reconnu sa défaite. Il est devenu dimanche donc le plus jeune président de l'histoire de la Colombie moderne. Mais Ivan Duque, 41 ans, apparaît surtout comme le dauphin de l'ex-président Álvaro Uribe et rend ainsi le pouvoir à la droite conservatrice opposée à l'accord de paix avec l'ex-guérilla des FARC. Point final de ce 7h. On vous rappelle juste l'essentiel que le PDCI soutient la création du parti unifié RHDP, mais le parti ne validera les tests qu'après la présidentielle de 2020. Ce sont les décisions prises hier lors du bureau politique.